Et deux invités avec nous. D'abord le journaliste Alex Taylor, bonsoir. Bonsoir. Alors journaliste européen, britannique, bientôt français. Bientôt français. Européen plus que jamais. Bah, j'ai déposé mais c'est 2 ans pour devenir français, donc j'ai déposé ma candidature et peut-être dans 2 ans je le saurai. Vous êtes remis du choc du Brexit parce que vous étiez très dur, secoué il y a 3 semaines. Oui, non, mais j'étais là au moment où je l'ai appris. C'est comme un deuil. Hein. On vous retire quelque chose, le fait d'être européen. Tout d'un coup, je ne suis plus à part entière. Donc, on vous retire des droits aussi. Je ne sais pas si je pourrais rester en France après 37 ans. J'étais là en tant que ressortissant de l'Union européenne. C'est dur, je vous assure. Alors, en face de vous, Nathanaël Hull, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes journaliste, rédacteur en chef adjoint du site d'information sur la Grande-Bretagne, Great Britain. Voilà, alors j'ai quelques questions à vous poser à tous les deux sur ce nouveau gouvernement britannique. Alors, le Brexit, on le sait, a coûté son poste à David Cameron. La nouvelle première ministre, c'est Theresa May. C'est la femme de la situation ? L'avenir le dira. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que même si elle a été engagée dans la campagne en faveur du Remain, c'est une eurosceptique. Ouais. Vous êtes d'ailleurs un des rares médias à l'avoir relevé avec autant d'importance. C'est un peu paradoxal d'ailleurs. Elle s'était prononcée pour rester dans l'Union européenne et aujourd'hui, elle va être la première ministre du Brexit. Mais elle entend faire une victoire. Elle l'a dit, hein, Brexit is Brexit, et nous allons faire une victoire. Elle a commencé d'ailleurs à préparer un petit peu le terrain. Boris Johnson va se rendre dans les jours suivants à Bruxelles, mais elle a aussi pris des contacts très forts, très importants avec la Maison-Blanche, avec son homologue australien, et elle est déjà en train de travailler à un scénario. Mon avis à moi, à titre personnel, c'est qu'en fait, l'équipe du Brexit n'était pas convaincue qu'elle allait gagner et qu'il ne s'était pas véritablement préparé. En tout cas, dans cette équipe du Brexit, il y aura Boris Johnson. Alors, on connaît l'ancien maire de Londres, quelqu'un un peu farfelu. Qu'est-ce que vous en pensez de ce Boris Johnson ? J'aimerais bien juste rebondir là-dessus et dire ce que je pense de Theresa May, parce que après le coup de Shakespeare, c'est une pièce de Shakespeare, tout le monde se poignarde pour avoir des places. Tout d'un coup, ça a l'air, depuis 2-3 jours, d'être plutôt un roman d'Agatha Christie, parce que je crois que Theresa May, je ne suis pas entièrement d'accord avec votre analyse, parce que si elle était vraiment autant que ça pour le Brexit, pourquoi on n'enclenche pas tout de suite l'article 50 ? Pourquoi elle dit il faut rappeler pour ceux qui nous regardent, l'article 50, c'est la lettre qu'on envoie à Bruxelles pour dire « nous voulons quitter l'Union européenne ». Elle a dit... Oui, mais tant que cette lettre n'a pas été envoyée, les négociations ne commencent pas. Non, voilà, c'est ça. Et elle a dit « on ne l'enverra pas avant l'année prochaine ». Pourquoi, si elle était tant pour le Brexit, je pense autre chose. C'est pour ça que je vous dis c'est un Agatha Christie, parce que tout d'un coup, le dénouement à la fin, on se rend compte à qui on a affaire au dernier chapitre. Et je crois qu'on a affaire, en fait, à Némésis, la déesse de la vengeance. Parce qu'elle a mis justement dans les positions clés tous ceux qui ont plaidé pour le Brexit, sans y croire, je suis d'accord avec vous. Mais, par exemple... alors parlons-en. Pourquoi les Britanniques mettent tant de temps? Ils ne veulent pas déposer cet article 50. Ils veulent gagner du temps ou perdre du temps? C'est elle qui décide. Peut-être c'est le Parlement, on ne sait pas. Mais c'est parce qu'ils n'y croyaient pas. Ils ne croyaient pas qu'ils allaient gagner. Donc on ne sait pas du tout ce que ça veut dire le Brexit. Est-ce qu'on reste dans le marché unique avec 500 millions de personnes à côté? Ou est-ce qu'on négocie, comme c'est apparu comme le Deus Ex Machina, l'Australie avec 20 millions de personnes aujourd'hui? Enfin, c'est très vague, on ne sait pas ce que c'est. Donc je ne suis pas si sûr que ça que le Brexit se fera. Nathanaël, pourquoi attendre aussi longtemps pour déposer le début des négociations officielles? Ce qu'il y a, c'est que quand on commence des négociations, il faut déjà avoir une idée de là où on veut aller. Et je partage avec Alex que... ils n'étaient pas prêts. Les Brexiters, en fait, ne croyaient pas à leur propre victoire. Boris Johnson lui-même n'est pas un vrai eurosceptique. C'est plutôt quelqu'un dont la culture, la formation, il a été journaliste à Bruxelles pendant très longtemps. Il a vécu plusieurs années à Bruxelles. Il a vécu, il y a travaillé. Et son père, je pense, a été député européen. Il a même travaillé pour la Commission européenne. Il a voté pour rester. Il a dit à la télévision 2 semaines avant le référendum, je désavoue mon fils parce que je vote pour rester. Avant de continuer à parler de Boris Johnson, je vous propose de voir son portrait. C'est un portrait qui a été fait par Loïc Delamornay de France 2. Regardez. Il avait sa place réservée en enfer, selon les mots de cadre du Parti conservateur. Il faut croire que Boris Johnson a su en revenir et ressusciter d'entre les morts, alors qu'il a pris paisiblement ses quartiers ce matin à Londres, dans son ministère, celui des Affaires étrangères. Venu hier soir à Downing Street, comme d'habitude en toute décontraction, les mains dans les poches, il a rencontré Theresa May qui lui a annoncé sa nomination à ce poste prestigieux. Lui en est fier, la presse qui l'attend chez lui, un peu plus surprise. Vous avez pas mal d'excuses à faire, non? Au président Obama, par exemple. Rassurez-vous, les États-Unis vont être l'une de mes priorités. Et des excuses, il en doit effectivement à beaucoup de monde. Et d'abord à Barack Obama.
Il l'avait qualifié d'à moitié kényan et d'hypocrite, alors que le président américain soutenait le maintien du Royaume-Uni dans l'Europe. Il en doit à sa successeur possible, Hillary Clinton. Il avait élégamment dit d'elle qu'elle avait le regard d'une infirmière sadique dans un hôpital psychiatrique. Voyage avorté en Palestine, qui échoue dans cet hôtel. Photo Kalachnikov en main au Kurdistan irakien face à Daesh. Devant ce drôle de CV, le reste de la classe politique britannique est estomaqué. Je suis absolument sidérée. Je peux vous dire que quiconque connaît un tout petit peu Boris Johnson est complètement désorienté par le fait qu'il obtienne un poste de cette importance. Son homologue allemand l'a qualifié d'irresponsable, le français Jean-Marc Ayrault de menteur. En fin d'après-midi, Boris Johnson a tenu une conférence de presse voulant afficher son sérieux et promettant, malgré le Brexit, de ne pas tourner le dos à l'Europe. Alors, Alex Taylor, Boris Johnson, ils vont s'amuser à Bruxelles avec ce ministre des Affaires étrangères? Pas très diplomate. C'est un clown, et autant ça amuse les Britanniques, je suis beaucoup moins sûr que ça amuse les étrangers. Et je vais vous donner un exemple très, très pratique, il est arrivé depuis 3 jours. Il a gagné, pas plus tard qu'il y a 2 mois, un concours de poésie pour insulter le président turc. Je ne sais pas, qui n'est pas génial, le président Alors on turc. voit tous les pays qu'il a insultés sont en rouge. Là. Mais avec ce qui s'est arrivé en Turquie il y a 2 jours, c'est notre ministre des Affaires étrangères qui a appelé dans un poème qui a pondu qu'il a gagné le concours avec ça. Excusez-moi le langage, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est quelque chose d'assez important. Il a traité de wankerer pour rimer avec Ankara. Wankerer, ça veut dire branleur en anglais. Donc il a composé un poème qui a amusé les Britanniques. Je ne suis pas sûr que ça amuse autant les étrangers. Et je reviens à mon point de vue de départ. Je pense que Theresa May a mis là dans les postes clés les Brexiteurs dans le genre, vous l'avez voulu, c'est à vous maintenant de gérer les nombreux ennuis et les mensonges que vous avez faits pendant la campagne. Et c'est pour ça que je ne suis pas si persuadé que le Brexit ait lieu si facilement que ça. Vous êtes d'accord avec ça? Une manière de retarder l'échéance ou de les faire échouer? Alors, ce qui est sûr, c'est que la politique étrangère britannique aujourd'hui est dominée par les Brexiters, c'est très clair. Je pense que le rôle de Boris Johnson dans les négociations ne sera pas aussi important que ça, puisqu'il y a ce fameux secrétariat d'État au Brexit qui est occupé par David Davis, qui est lui un homme politique roué. Alors lui, il est proche de l'UKIP, de Nigel Farage. Il a fait la campagne avec les proches de Nigel Farage. C'est un ancien thatchérite. Lui, un vrai ultra-libéral, très conservateur sur certaines positions. Il est contre le mariage gay, il est pour la peine de mort. Donc c'est plutôt lui qui va diriger les négociations. À mon sens, c'est plutôt lui. Mais de toute façon, cette équipe de 3 avec Liam Fox, l'ancien éphémère secrétaire à la Défense, qui prend les relations, le commerce international, je pense qu'ils sont sous haute surveillance et qu'effectivement, dès que ça ira mal, ce sera des parfaits fusibles. Après, Boris Johnson, pour lui, l'occasion d'être de nouveau au cabinet, c'était une occasion qu'il ne pouvait pas laisser passer. Il a toujours en tête sa propre histoire et son propre récit qui doit l'amener un jour ou l'autre à Downing Street, et les affaires étrangères, c'est quand même pas si mal. C'est son ambition d'arriver au 10 Downing Street, d'être Premier ministre un jour? C'est sans doute son ambition, mais il n'a pas la carrure pour ça. Et d'ailleurs, il n'est pas très... Ce qui a vraiment frappé les gens, c'est qu'à force d'avoir menti pendant la campagne, parce que c'est quelqu'un qui a... Si vous tapez son nom dans Google, vous allez trouver, il y a 5 ans, des articles pour l'Union européenne, nous disant à quel point... C'est vrai, il a changé d'avis il n'y a pas très longtemps. Il a changé d'avis pour ses ambitions personnelles, puis il a lâché le camp quand tout d'un coup il a entrouvert la porte pour qu'est-ce que j'ai fait. En fait, il a lâché Cameron pour prendre sa place. Il voulait être Premier ministre, il a pensé qu'il allait perdre le référendum, mais avoir du soutien pour une campagne, pour ensuite devenir Premier ministre. Il ne s'attendait pas du tout à gagner. Et là, Theresa May a joué très, très finement, parce qu'elle a placé là, je pense, pour l'éliminer plus tard. Ce n'est pas un homme, il est très marrant, il amuse les Britanniques. Je suis beaucoup moins sûr qu'il amuse les étrangers, parce qu'il faut quand même traduire Ankara, Wankara, branleur, etc. Ça risque de faire des étincelles et peut-être ça pourra lui causer sa perte. Je pense. Il n'est pas crédible. Il y a 2 jours, quand il a parlé de la Turquie, après le poème. Un mot, Nathanaël Hull, sur l'économie britannique. Est-ce qu'elle ne se porterait pas mieux en dehors de l'Union européenne? Parce qu'elle pourrait, par exemple, abaisser, c'est l'intention des Brexiteurs, l'impôt sur les sociétés à 15%, attirer des capitaux. Elle pourrait aussi conclure des traités bilatéraux, on l'a dit, avec l'Australie, avec l'Inde, avec la Chine, jouer sa propre carte. Est-ce que ça pourrait pas être bénéfique au final? Ce qui est sûr, c'est que la Grande-Bretagne a toujours réussi à jouer sa propre carte, y compris à l'intérieur de l'Union européenne.
que sa législation sociale et sa politique fiscale en matière d'entreprise, c'est quand même une des plus basses de toute l'Union européenne. Basse en termes de protection. Voilà, en termes de protection. D'ailleurs, une partie, la gauche travailliste et les syndicats ont fait campagne pour rester à l'intérieur de l'Union européenne sur le thème « L'Europe nous protège, c'est grâce à eux que nous avons une législation sociale ». Après, pour répondre à votre question, moi je pense que sur le long terme, la Grande-Bretagne perd économiquement, socialement, et perd beaucoup en termes d'influence à quitter l'Union européenne. Et là, je pense que c'est un propos qu'on partagera assez facilement avec Alex Taylor. Alex, oui, en un mot, est-ce que sur l'unité du pays, le Royaume-Uni aujourd'hui, il est plus menacé que jamais? On a parlé de l'Écosse, de l'Irlande du Nord. L'un des grands arguments des Brexiteurs pendant le référendum, c'était la souveraineté du Parlement. C'est nous qui devons prendre les décisions plutôt que Bruxelles. En fait, ce qui les a fait gagner, c'est l'immigration, mais ils ne pouvaient pas trop le dire. Et là, nous avons une première ministre qui n'a même pas été élue par les 0,0005% que sont les membres du Parti conservateur qui, jusqu'à lundi matin, s'attendaient à les lire. Donc, souveraineté parlementaire, je ne sais pas si ça fait beaucoup pour l'unité du peuple. Et évidemment, l'Écosse, je veux dire le Royaume-Uni, le Royaume des Unis, dans 2-3 ans, à mon avis, parce que l'Écosse ne veut pas du tout être tirée de force de l'Union européenne. Au contraire, elle veut rester dans l'Union. On vous réinvitera pour en parler. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est terminé. Merci beaucoup, Nathanaël Hult, d'être venu sur le plateau. Merci, Alex Taylor, et à bientôt à tous les deux.